Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Bamako a arrêté dimanche 49 soldats ivoiriens accusés d'être des mercenaires venus déstabiliser la transition. Lors de la réunion extraordinaire du CNS qui s'est tenue hier sous la présidence du chef de l'État, les autorités ivoiriennes démentent fermement et demandent au Mali de libérer sans délai les militaires arrêtés. Et puis, dans la même journée d'hier, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec l'ancien président du Bénin, Thomas Boniyahi, désigné récemment médiateur principal de la CEDEAO pour la transition politique en Guinée. La situation socio-politique dans la sous-région et particulièrement en Guinée était au centre des échanges. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapakse a quitté son pays tôt ce mercredi pour se rendre aux Maldives. Le premier ministre contesté, lui aussi, a été désigné président par intérim par le Parlement, mais des milliers de personnes se sont rassemblées devant ses bureaux. Il réclame sa démission en même temps que celle du président. Nous sommes mercredi 13 juillet 2022 et c'est jour de conseil des ministres. Les membres du gouvernement étaient donc réunis ce matin autour du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. De nombreux points étaient à l'ordre du jour. Nos reporters nous en parleront en détail ce soir dans le 20h. Hier, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, les autorités ivoiriennes ont demandé au Mali de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Bamako accuse les 49 soldats d'être des mercenaires venus déstabiliser la transition. Abidjan dément fermement, selon le CNS. Tout est en ordre pour l'arrivée du contingent. Abou Sanogo nous lit le communiqué qui a sanctionné la réunion. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. La présence de ces détachements des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien aux contingents des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours
pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats. Et à l'issue de cette réunion extraordinaire du CNS, je vous le disais en titre, le chef de l'État a reçu Thomas Boni Yayi, l'ancien chef d'État du Bénin. C'était au palais de la présidence de la République. L'ancien président béninois a été désigné, je le rappelle, lors de la 31e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il a donc été désigné médiateur principal de l'organisation sous-régionale pour la transition politique en Guinée. Thomas Boni Yayi est donc venu recueillir quelques conseils chez le président Alassane Ouattara. Reportage à Ouattouré. L'ancien président du Bénin, Thomas Yayi Boni, désigné médiateur principal de la CEDEAO pour la Guinée, est venu échanger avec le président de la République Alassane Ouattara avant d'entamer les activités liées à ses nouvelles fonctions. L'occasion pour lui de recueillir les orientations, conseils et recommandations pour mener à bien sa mission. Je suis heureux d'accueillir le président Thomas Yayi Boni, l'ancien président de la République du Bénin, qui a été désigné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 3 juillet dernier comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Et donc, le président Yayi Boni est un frère, un ami. Il a souhaité venir s'entretenir avec nous avant de commencer sa mission et je voudrais le remercier de cette part d'attention et lui souhaiter bonne chance. Je lui ai dit que la Guinée est un pays voisin, ami. La Côte d'Ivoire, les Guinéens sont nos frères et nos sœurs et que je comptais sur lui pour nous amener à trouver une solution avec les autorités guinéennes dans l'intérêt du peuple de Guinée. Non, le président a tout dit. Chers amis, vous savez, nous sommes en Afrique. Je tenais à lui dire que les valeurs africaines, il faut que nous puissions, nous les jeunes, nous puissions les préserver. Et le président Alassane, vous, comme vous le savez très bien, par rapport à moi et par rapport à cette jeunesse africaine, par rapport à moi, depuis la BCAO, il a été gouverneur et tout ça, je l'ai suivi, porteur de valeurs, et il disait que compte tenu du rôle qu'il a joué et du rôle joué par les autres aussi, c'était nécessaire que je puisse passer le voir pour lui dire merci pour cette manque de confiance, le rôle qu'il a joué. Je pense que je ne pourrais pas aller à Conakry, mettre pied à Conakry sans venir le voir, compte tenu de tout ce qu'il a en train de faire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais encore au niveau de la sous-région et du continent. Donc il est pour nous une source d'inspiration. Le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Thomas Yayi Boni, a par ailleurs salué les efforts fournis par le président Alassane Ouattara et ses homologues de la CEDEAO en faveur de la paix, la stabilité et la prospérité dans la sous-région ouest-africaine. C'est reparti pour la Coupe Dominique Ouattara. Après 2 ans d'arrêt en raison de la pandémie de Covid, le coup d'envoi du tournoi de foot de la Fondation Children of Africa a été donné hier. C'est un tournoi qui a pour objectif de rassembler et de favoriser le vivre ensemble entre les acteurs qui, eux, viennent de tous horizons. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Dans les jardins du siège de la Fondation Children of Africa ce mardi, place au football. Après 2 années d'interruption liées à la Covid-19, l'édition 2020 du tournoi de la Coupe Dominique Ouattara est lancée au grand bonheur des petits et des grands. Ce sont les valeurs véhiculées autour de cette activité que nous voulons retenir. Valeurs qui sont, faut-il le rappeler, le goût de l'effort, l'esprit de discipline, la persévérance, le respect de l'autre et la solidarité. Pour cette 13e édition, 71 localités sont en lice pour plus de 29 millions de francs CFA de primes. L'occasion pour les plus jeunes de s'occuper sainement. Maman Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa. Je vous prie de transmettre à nos mamans
tout notre amour et notre reconnaissance pour toutes ces actions de bienfaisance à notre endroit. Partenaire de cette vision, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est engagé à prolonger cette action de la Première Dame. Ce qu'elle fait pour notre jeunesse, mais nous allons nous en saisir pour le faire au plan national. Non pas pendant les vacances uniquement, mais durant toute l'année scolaire. Le président de la République a mis des moyens exceptionnels pour créer de nouveaux stades dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces stades de compétition auront autour des stades d'entraînement. Et ces stades d'entraînement donc, vont servir à la pratique du football pour en faire de véritables lieux de vie. Une vision saluée par le ministre des Sports. Faites en sorte que les vertus du sport soient au cœur de vos activités, pour renforcer vos liens, pour créer une véritable animation citoyenne, pour être loin des vices. Nadine Sangaré, directrice nationale de la Fondation représentant la Première Dame, a rappelé l'importance du sport pour les tout-petits pour une croissance de qualité et le développement de valeurs de discipline et de fair play. Par la promotion de ces valeurs, associées à nos actions dans le secteur de l'éducation, la santé et le social, la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. À cet effet, le tournoi de la Fondation Children of Africa, qui est sa 13e édition, offre à des milliers d'enfants âgés de 7 à 15 ans la joie de participer à une compétition pendant les vacances scolaires. Notons que pour cette 13e édition, chacune des localités retenues reçoit un montant de 410 000 francs CFA, des cadeaux en nature composés de jeux de maillots et de ballons. Un reportage signé Alexis Ouedraogo et Lamine Dramé. On en vient maintenant à cette signature de convention, une convention de subvention de plus de 65 millions de francs CFA entre l'agence Emploi Jeunes et un partenaire dénommé Share Professional Training Consulting BV. Et cette signature de convention a lieu donc dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, programme qui a pour objet la formation de 40 jeunes filles dans divers domaines d'activité. Khalil Diomandé, Franck Quadion. L'agence Emploi Jeunes et Share Consulting, spécialisée dans la formation, passe à une phase importante de leur partenariat. Il procède à la signature d'une convention de subvention à hauteur de 65 595 700 francs CFA. Cette enveloppe budgétaire dégagée par l'agence Emploi Jeunes vise à doter 40 jeunes filles en compétences professionnelles de haut niveau. Il s'agit d'en faire de véritables modèles de leadership féminin en Afrique. Elle va être accompagnée par des consultants en stratégie du début à la fin. Et on va vraiment travailler les compétences professionnelles, on va travailler le leadership. Ce sont des choses qu'elles n'apprennent pas à l'école. Là, on va apprendre des choses, donc des compétences dont on a besoin dans le monde du travail. Et 10% d'entre elles seront accompagnées pour créer leur start-up. On a vu que c'était un programme important. C'est un programme qui fait du développement des compétences. C'est un programme qui valorise la femme, aussi bien sur l'emploi salarié et sur le volet de l'entrepreneuriat. Nous, en tant que CRPU d'emploi, on a trouvé vraiment un centre d'intérêt pour nous accompagner à un tel dispositif. Le financement de ce programme de formation démontre l'engagement de l'État du Côte d'Ivoire en faveur de l'éducation et l'émancipation de la gente féminine. Le représentant du ministre Mamadou Touré exhorte les bénéficiaires à se distinguer par leur dévouement à la tâche. Vous êtes appelés à occuper des responsabilités dans notre pays pour un peu contrebalancer cette domination masculine et dire quelque part aussi que les femmes, c'est pas seulement la cuisine, mais c'est aussi dans des bureaux, c'est aussi la responsabilité, c'est aussi porter des décisions, porter des choix et assumer quelque part en fait l'avenir de ce pays. Le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, PEFA, a été lancé le 2 décembre 2021. Il enregistre 200 candidatures, dont 40 jeunes filles sélectionnées. Et leur formation en cours dure 18 mois. Les résultats de fin de formation des IFEF sont connus. Résultats session 2022. Les IFEF, ce sont les institutions de formation et d'éducation féminine. On enregistre donc cette année 680 admis sur 714 candidats ayant pris part à l'examen. C'est un taux de réussite donc de 95,23% contre 86,06% en 2021. C'est la directrice de la formation au niveau des IFEF qui a procédé hier à la publication de ces résultats au micro RTI 1 de Sephora Zegui. Dans les institutions d'éducation et de formation féminine IFEF, l'heure est au résultat des examens de fin de formation. 95,23%, c'est le taux de réussite cette année. Sur 714 candidates présentes,
680 sont déclarées admises avec un taux de réussite national de 95,23% contre 86,06% en 2021. Un progrès de 9,17% accompli. La tendance à la hausse amorcée ces dernières années se maintient. Dans l'ensemble, l'examen s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu'aucun incident susceptible d'entacher la régularité de son organisation et la fiabilité de ses résultats n'a été noté. Parmi les 714 auditeurs ayant pris part effectivement à cet examen, 7 hommes, dont 6 admis. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant félicite les admis. Il encourage par ailleurs les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes déscolarisés ou non à rejoindre les rangs des IFEF. Les résultats sont disponibles depuis 11 heures dans le hall de la direction de la formation au plateau à la Tour E et dans les centres de composition. Depuis 11 heures, donc hier mardi. On part à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, notre correspondant RTI1 a assisté cette semaine à la sortie de la 6e promotion des élèves maîtres. Cette promotion, qui compte 530 hommes et femmes, porte le nom de la ministre de la fonction publique. Elle est donc baptisée promotion Anne-Désirée Ouloto. Le reportage de Sam Conan. San Pedro, place Saint-Pierre, baptême de la 6e promotion des élèves maîtres du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Ils sont 530 élèves maîtres, dont 322 filles, qui composent la promotion baptisée promotion Anne-Désirée Ouloto. Ils vont pour renforcer nos rangs sur le terrain, qu'ils soient des travailleurs modèles, amis du travail fait et du travail bien fait, surtout. C'est le directeur des ressources humaines, Thio Serge, représentant la marraine Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, qui a procédé au baptême de la 6e promotion des élèves maîtres, tout en leur prodiguant quelques conseils. Je voudrais leur dire qu'ils ont fait le bon choix et que Madame le ministre est un exemple de travailleur, un exemple de bon gestionnaire de l'administration et nous leur conseillons de travailler dans ce sens. C'est un bon moment pour eux de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu à l'école ici comme formation, d'être disponibles pour les parents d'élèves, d'être à l'écoute des enfants et de travailler à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. La promotion sortante a passé le flambeau à la promotion entrante, composée de 383 apprenants. Un reportage de Sam Conan, notre correspondant à San Pedro. On va quitter San Pedro et Sam Conan, direction Bingerville, dans le district d'Abidjan, ville martyre à la suite de la forte pluie tombée dans la nuit du 20 au 21 juin dernier. C'était le cauchemar. De nombreuses familles ont été sinistrées cette nuit-là avec des pertes en vie humaine. Le gouvernement a dépêché la ministre de la Solidarité pour aller sécher leurs larmes. Belmonde Dogo s'y est rendu hier, les bras chargés de vivres et de non-vivre. Le témoignage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. La ministre Miss Belmonde Dogo réconforte le couple Ungoran, cette famille qui a perdu ses 4 enfants dans les inondations causées par les pluies diluviennes survenues à Bingerville dans la nuit du 20 au 21 juin. Tout comme la famille Ungoran, l'imam Dante Issouf de la mosquée du quartier sans loi de Bingerville a aussi perdu son fils dans les mêmes conditions. Et il reçoit le soutien du gouvernement. À l'instar de ces pertes humaines, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés dans les quartiers Umbroumi, Gbagba, Sans Loi, cité Compagnie Savane de Bingerville. Le gouvernement apporte donc assistance à ces sinistrés à travers le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Vraiment, la famille a dit merci à Madame le ministre, à toute sa délégation et au député maire aussi, Dougou, et au président son excellence Alassane Ouattara. Alhamdulillah, depuis que l'événement s'est passé, tout de suite on a vu le gouvernement de nos côtés. La ministre de la Solidarité vient nous visiter avec des soutiens encore. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Sacs de riz, pâtes alimentaires, vêtements, matelas, bidons d'huile,
des dons en vivres et non-vivres que le gouvernement offre à tous ses victimes. Un geste salué par des élus locaux de la commune de Bingéville, dont Issouf Doumbia, député maire de la commune. Merci à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara qui a bien voulu accorder une oreille attentive et être sensible aux dégâts que la ville de Bingéville a connus. La Sodexam a annoncé encore des pluies qui vont venir. Donc nous avons dit à ces populations de quitter ces zones à risque. La ministre Miss Belmondo Dogo a trouvé les mots justes pour traduire la compassion du Président de la République Alassane Ouattara. Elle invite les populations à quitter les zones à risque. En saison de pluie, on vous demande de quitter ces endroits-là. Parce que nous, quand nous partions en Goran, devant nous, il y a eu un éboulement. Donc ce sont des zones à risque. Et ça, c'est pour vous-même. Parce que toutefois qu'il y a un ménage ou un Ivoirien qui meurt, le Président de la République en prend un coup. L'on enregistre au total 65 millions de francs CFA distribués par l'État de Côte d'Ivoire. 50 millions de francs CFA en vivres et non-vivres et 15 millions de francs CFA en frais numéraires au profit des familles endeuillées. Et la pluie continue de tomber avec insistance. Les autorités recommandent la prudence, la vigilance. Elles demandent surtout de quitter les zones à risque. Elles demandent aussi de se protéger contre le coronavirus en adoptant les mesures barrières. Appliquons les mesures barrières, même si on est vacciné. Le virus continue de courir et les cas de contamination repartent à la hausse. Cette maladie a déjà emporté 806 vies en Côte d'Ivoire, y compris le décès enregistré hier. Et dans cette même journée d'hier, mardi, 81 nouvelles contaminations ont été recensées, ce qui porte aujourd'hui à 84 165 le nombre de cas confirmés. 141 cas sont actuellement actifs. Les actifs de la région du Béret en matière de santé, en matière de centres de santé évoluent bien. 3 nouveaux centres de santé viennent d'être ouverts dans la sous-préfecture de Marandala. Ce sont des réalisations du Conseil régional du Béret. Les précisions de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. 3 nouveaux dispensaires avec du matériel de santé pour la sous-préfecture de Marandala, région du Béret. Ainsi, les villages de Koubéré, Borozomba et Bobosso bénéficient des réalisations du Conseil régional. Les infrastructures de santé sont inaugurées par le président du Conseil régional du Béret. Une satisfaction pour la population. On se soigne dans la clinique. Aujourd'hui, on a eu du dispensaire. On est tellement contente. On remercie le gouvernement. Le Conseil régional travaille bien. Non seulement nous avons des bâtiments que nous réceptionnons, mais il y a de l'équipement qui accompagne ces bâtisses-là. Et donc, dès que nous réceptionnons, immédiatement, nous mettons en fonction ces infrastructures sanitaires. Nous avons une satisfaction en termes de couverture d'infrastructures au niveau non seulement de la sous-préfecture de Marandana, mais pour la totalité même du département de Bankono. Pour le président du Conseil régional du Béret, il s'agit de rapprocher les centres de santé des populations issues des zones rurales. Dire à cette population d'utiliser en bon escient cet édifice, de leur dire de le fréquenter régulièrement, faire confiance au Conseil régional et que nous sommes là pour eux. Et tout ce qui touche au bien-être de nos parents, en tout cas, nous répondrons présents. Ces dispensaires ruraux ont coûté chacun 35 millions de francs CFA. Ils sont composés d'une pharmacie, de plusieurs salles de consultation, d'observation et des bureaux pour le personnel. Un reportage signé donc Kader Sogodogo. Ils sont résidents, étudiants ou migrants en transit. Les Ivoiriens vivant au Maroc tentent par tous les moyens de s'intégrer. Ils tentent de vivre, de survivre parfois, mais dans la dignité. Pour cela, ils s'adonnent à de petits jobs, des petits métiers qui leur permettent de joindre les deux bouts. L'Anciné Bakayoko y était il n'y a pas très longtemps. Il y a rencontré quelques Ivoiriens, des Ivoiriens vivant donc sur place. Il nous en parle maintenant. Cet après-midi, à la mezzanine de ce business school dans la banlieue casablancaise, la diaspora ivoirienne reçoit la présidente de la coopérative des commerçants des produits vivriers de Cocody Angré, Wei Kofi. À l'ordre du jour,
Comment approvisionner le marché marocain? Dans la salle, pas comme. Il écoute, pose des questions, mais sans doute pour élargir son champ d'activité, le jeune homme a déjà un boulot. Ça n'a pas été vraiment difficile l'intégration, mais parce qu'il y avait eu des ennemis qui étaient là, qui nous ont permis de mieux nous intégrer auprès d'abord de nos communautés et le pays dans lequel qui nous a accueillis. J'ai fait une formation d'ingénieur financier ici au Maroc, mais je suis chargé d'affaires d'une structure marocaine qui est le leader dans tout ce qui est la vente de données financières au niveau des structures bancaires et autres. Si Pacom est arrivé au Maroc pour poursuivre ses études, ce n'est pas le cas pour Moussa en clientèle dans le quartier. Le Maroc était pour Moussa un pays de transit en partance pour l'Europe, mais il a fini par abandonner son rêve de franchir la Méditerranée. Aujourd'hui, il gère une entreprise d'envoi de marchandises vers l'Afrique de l'Ouest. On fait la livraison de marchandises de Casablanca au Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis 10 ans d'expérience. On est bien structuré, tout est organisé, tout fonctionne normalement. À longueur de journée, il sillonne les rues de Casablanca à bord de sa camionnette à la recherche de clients potentiels. À son équipe, il a intégré plusieurs de ses compatriotes, dont Amara. Avec l'administration marocaine, les relations évoluent plus ou moins bien. Au plan local, il n'y a pas de problème, seulement qu'il faut faire la pub, juste sensibiliser les Ivoiriens pour les envois de marchandises, quoi. Donc on essaie de tenir avec les autorités, tout ça là, on essaie de gérer pour atteindre 2 bouts, quoi. Jacques est le président de l'Association des jeunes Ivoiriens au Maroc. C'est lui qui est à l'initiative du cadre d'échange entre la diaspora et la reine du vivrier en Côte d'Ivoire. Il est de commerce facile selon ses camarades. S'il en est ainsi, c'est probablement parce qu'il fait partie des privilégiés au sein du royaume chérifien. Une insertion professionnelle réussie. J'ai fait 3 ans de licence en droit et 2 ans en ressources humaines. Donc tout comme bon chercheur d'emploi, lorsque l'offre s'est présentée, j'ai postulé. À l'issue des entretiens, ma candidature a été retenue. Donc je travaille au sein d'une banque de la place. Les Ivoiriens au Maroc se battent comme ils peuvent pour vivre. Ce restaurant, au cœur de la ville de Casablanca, est devenu quasiment un bout de territoire de la Côte d'Ivoire. Blessing est la responsable de ce maquis où la communauté ivoirienne se retrouve pour manger ivoirien. Beaucoup d'Ivoiriens, mais pas que. On a un peu de toutes les nationalités. Franchement, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui viennent manger ici. Comme les Ghanéens, les Marocains même viennent manger ici, les Français, les Asiatiques. Les gens viennent découvrir au fait. Une vraie opportunité pour la présidente de Cocovico, venue rendre visite à Blessing. Une visite aux allures de prospection. J'ai vu que c'est vraiment de la nourriture ivoirienne. On fait du foutou, du placali, de la sauce copelle, sauce aubergine, même du blé, on le fait. Donc c'est du vivrier. Donc le partenariat peut exister entre la Cocovico et le restaurant chez Maman Philou. De quoi redonner de l'espoir à Blessing, qui n'envisage pas retourner en Côte d'Ivoire de sitôt. Est-ce que vous avez souvent envie de retourner chez vous? Bon, franchement, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu cette envie. Parce que je me sens bien ici. Là, c'est l'ancienne Médina, le marché africain de Casa, un monde de brouhaha, un univers de coiffure et d'esthétique, mais aussi de produits comme les féculents, les herbes médicinales séchées, les poissons fumés, du miel et autres ingrédients alimentaires. Mais combien gagne-t-il? Motus et bouche cousue. Diaspora ivoirienne au Maroc, ces petits métiers qui font vivre, c'est un reportage signé Lanciné Bakayoko, notre chef du service économie ici à RTI1. On quitte le Maroc, on rentre à Abidjan. Un tour à Abidjan et on part au Sri Lanka. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, conspué par un fort mouvement populaire, a quitté son pays tôt ce mercredi à bord d'un avion militaire pour se rendre au
aux Maldives. Le Premier ministre contesté lui aussi a été désigné président par intérim par le Parlement et quelques heures après la fuite de son président, le Sri Lanka a déclaré l'état d'urgence pour faire face à cette situation exceptionnelle. Cependant, ce mercredi même, des milliers de personnes se sont rassemblées devant les bureaux du Premier ministre. La foule réclame sa démission en même temps que celle du président. Nous sommes bien en place. On tient la barre. Leader, toujours RTI. Tout à l'heure, à 16h, vous pourrez suivre votre émission « Ça fait l'actualité » présentée cet après-midi par Eliane Hervaux. L'émission va porter sur les enjeux de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les anciens chefs d'État Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Félix Boni et Arthur Banga, eux, sont les invités d'Eliane Hervaux. C'est à ne pas manquer. C'est à 16h. Moi, je vous retrouve demain à 13h.